On entend souvent cette peur chez les épargnants. La peur d'investir au pire moment, juste avant que tout ne s'effondre. C'est une crainte qui peut vraiment paralyser et qui, au final, empêche de faire travailler son argent. Mais est-ce que cette peur est si fondée que ça? Eh bien, pour le savoir, on va se pencher sur une étude de Vanguard. Ils ont imaginé un scénario un peu fou, celui de l'investisseur le plus malchancé du monde. Voyons ce que ça donne. Cette analyse, elle vient justement tester une idée reçue très tenace, l'idée qu'il faudrait absolument trouver le moment parfait pour réussir en bourse. On va voir ensemble si cette croyance tient la route face à l'épreuve des chiffres. Alors, qui est-il, cet investisseur? Imaginez quelqu'un qui investit dans des actifs tout à fait corrects, mais dont le timing est à chaque fois catastrophique. C'est vraiment le pire scénario qu'on puisse imaginer pour mesurer l'importance du moment où l'on entre sur le marché. Le cadre de l'étude est posé sur près de 30 ans. Et l'investissement est simple, diversifié, un indice qui réplique les actions du monde entier. L'idée, c'est de se concentrer uniquement sur l'impact du timing, rien d'autre. Allez, c'est parti, on embarque dans le parcours de cet investisseur. Chaque fois qu'il met de l'argent sur le marché, une crise financière majeure éclate juste après. C'est une sorte de traversée des pires tempêtes boursières de ces dernières décennies. Regardons un peu la régularité de cette malchance. C'est presque impressionnant. 1997, juste avant la crise asiatique. 2000, pile au sommet de la bulle Internet. 2007, à la veille de la crise des subprimes. Et ça continue comme ça, jusqu'en 2024. Chaque versement est suivi quasi immédiatement d'une baisse importante des marchés. Pour bien se rendre compte de la violence des chutes, prenons cet exemple. Au début des années 2000, après avoir déjà placé 15 000 €, notre investisseur voit son portefeuille fondre de près d'un tiers. Honnêtement, ça mettrait les nerfs de n'importe qui à rude épreuve. Et là, attention, c'est le point crucial de toute l'histoire. Face à ces pertes, la seule chose que notre investisseur a faite, c'est de ne rien faire. Il n'a pas paniqué, il n'a pas vendu pour, disons, limiter la casse, non. Il a gardé ses positions et a simplement traversé les turbulences. Bon, et alors, passons au dénouement. Après presque 30 ans d'investissement fait au pire moment possible, à quoi peut bien ressembler le résultat final? La réponse est assez inattendue. Juste pour rappel, le point de départ. Sur toute la période, cet investisseur a versé un total de 45 000 € de son épargne. Avant de découvrir la valeur de son portefeuille en bourse, posons-nous une question simple. Et si cet argent avait été mis sur un compte d'épargne sans risque, comme un livret, combien ça aurait rapporté? Le résultat, le voilà, 63 980 €. On a donc un gain de 42% sur la période, principalement grâce aux intérêts. C'est un rendement modeste, mais c'est positif et sans prise de risque. Passons maintenant au portefeuille de notre investisseur, celui qui, je le rappelle, a subi de plein fouet toutes les crises juste après chacun de ses versements. La valeur finale atteint 197 963 €. Oui, vous avez bien entendu. Malgré le pire timing imaginable, le capital initial a été multiplié par plus de 4. Ça représente un gain de 340%. Ce graphique, il met tout ça en perspective de manière très visuelle. On voit le capital de départ, le résultat de l'épargne classique, et à côté, le résultat de l'investissement en action. La différence parle d'elle-même. Le résultat est frappant, c'est un fait. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi ça a marché. Comment un timing aussi désastreux a-t-il pu mener à un tel résultat? La réponse, elle tient dans cette distinction essentielle. Le succès de notre investisseur ne vient pas du tout de sa capacité à timer le marché, il a fait tout le contraire, mais de sa décision de rester investi sur la durée. C'est le temps passé sur le marché qui a fait tout le travail. Alors concrètement, pourquoi ça a fonctionné? Décortiquons un peu. D'abord, en ne vendant pas, l'investisseur a pu profiter des rebonds qui suivent presque toujours les crises. Ensuite, il a évité l'erreur classique qui consiste à transformer une perte virtuelle, sur le papier, en perte bien réelle. Et enfin, il a simplement laissé la magie des intérêts composés opérer sur le long terme. Et pour aller encore plus loin, l'étude nous montre quelque chose d'assez fascinant. Même ce scénario dit malchanceux était loin d'être le meilleur possible. Si toute la somme avait été investie d'un coup, dès le début, le gain aurait été encore bien plus spectaculaire. Ça renforce l'idée que le temps, c'est vraiment le principal allié. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une stratégie d'épargne aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut appliquer ces leçons? Eh bien, le message principal, il est là. Se concentrer sur des choses qu'on peut maîtriser, comme la régularité des versements ou tout simplement la patience, est bien plus efficace que d'essayer de deviner les mouvements imprévisibles du marché. La peur d'investir au mauvais moment fait finalement moins de dégâts que l'inaction.
Toute cette analyse factuelle du pire scénario possible nous amène à une question de fond. Finalement, pour son épargne à long terme, est-ce que le véritable risque, c'est d'investir au mauvais moment ou bien de ne jamais investir du tout?